Trump avait été explicite. Avertissement. Si l'un de ces navires s'approche de notre blocus, il sera immédiatement éliminé. C'est rapide et brutal. 20 destroyers américains positionnés. Des drones de surveillance en vol continu. La 5e flotte en alerte maximale. Moins de 24 heures plus tard, un tanker a traversé. La marine américaine ne l'a pas arrêté. Ce navire s'appelle le Rich Stari. Il transporte 250 000 barils de méthanol iranien. Il est sanctionné par les États-Unis depuis 2023. Son propriétaire est chinois. Et il navigue sous pavillon du Malawi, un pays sans accès à la mer. Ce que ce navire a fait en traversant Hormuz sans être arrêté vaut plus que tous les communiqués du Pentagone. Il a posé une question à laquelle Washington n'avait pas de réponse. Et cette question va définir la suite de cette guerre. Pour comprendre le blocus, il faut comprendre ce qui s'est passé à Islamabad 48 heures avant. Pas l'échec en surface, les raisons profondes de cet échec. J.D. Vance arrive à Islamabad avec Steve Witkoff et Jared Kushner. En face, le ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi et le président du Parlement Ghalibaf. Première rencontre face à face entre États-Unis et Iran depuis les négociations nucléaires de 2015. 21 heures de négociations. Et un échec. Vance explique le blocage principal. Il voulait un engagement irrévocable que l'Iran renonce complètement à l'enrichissement d'uranium. Pas juste l'arme nucléaire, les outils même qui pourraient y mener. Sur le papier, c'est une exigence raisonnable. Dans la réalité, c'est structurellement impossible pour l'Iran d'accepter. L'accord de 2015, signé, vérifié par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, fonctionnel, limitait l'enrichissement à 3,5%. L'Iran avait tenu ses engagements. Trump l'avait déchiré lui-même en 2018. Et maintenant, Washington revenait demander quelque chose d'encore plus radical que ce qu'il avait détruit. Mais il y a une raison encore plus profonde pour laquelle l'Iran ne pouvait pas céder. L'Iran a été bombardé 2 fois pendant des périodes de négociations avec les États-Unis en juin 2025, puis en février 2026. Le président du Parlement iranien l'a dit directement après l'échec. Nous n'avons aucune confiance dans la partie adverse. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de l'histoire. Il y avait d'autres points de blocage. L'Iran exigeait un cessez-le-feu, incluant le Liban. Israël continuait à bombarder le Liban pendant que Vance négociait dans l'hôtel Serena. Et Netanyahou apparaissait à la télévision pour déclarer que la campagne contre l'Iran n'est pas encore terminée. Le vice-président américain essayait de négocier la paix pendant que le principal allié de l'Amérique sabotait publiquement la négociation. Le ministre iranien Araghchi, après son départ, nous étions à quelques centimètres d'un accord et nous avons rencontré un maximalisme, des objectifs changeants et un blocus. Quelques centimètres d'un accord, les deux parties reconnaissent qu'un mémorandum d'entente était quasi signé. Le blocus n'a pas été annoncé après un échec total. Il a été annoncé après une négociation qui avait failli aboutir. Ce détail change tout sur la psychologie de la décision. Trump annonce le blocus dans les heures suivant l'échec d'Islamabad. Les mots sur Truth Social, tout ou rien, complet. Il affirme que d'autres pays seront impliqués. Le Central Command publie sa propre déclaration quelques heures plus tard et dit quelque chose de complètement différent. Le blocus cible uniquement les navires entrant et sortant des ports iraniens. Le transit vers l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, aucun problème. Le président dit blocus total. Son armée dit blocus partiel. Dans la même journée, avant même le premier navire, les Alliés ont répondu immédiatement. Le Royaume-Uni, refus. La France, refus. L'Australie déclare n'avoir même pas été consulté. Le ministre allemand de la Défense, cette guerre n'est pas la nôtre. Que veut Trump avec quelques frégates européennes, alors que la puissante marine américaine n'a pas pu ouvrir ce détroit elle-même? Et pendant que Trump annonçait son blocus, le Royaume-Uni et la France organisaient un sommet de 40 pays pour trouver une solution diplomatique indépendante. 40 pays qui travaillent autour de Washington, pas avec lui. Il y a aussi un problème juridique que personne ne pose clairement. Le détroit d'Ormuz est un détroit international. En droit maritime coutumier, le passage de transit est garanti à tous les États. Un professeur de droit international de l'Université nationale australienne l'a écrit noir sur blanc. En termes purement juridiques, si les États-Unis imposent un blocus, le cessez-le-feu est terminé et les hostilités ont repris. L'Iran avait fermé le détroit. L'Amérique vient de faire la même chose. Et il y a le coût. Au 19 mars, la guerre avait déjà coûté 18 milliards de dollars aux États-Unis. Le Pentagone avait demandé 200 milliards supplémentaires au Congrès. L'indice de confiance des
consommateurs américains de l'Université du Michigan venait d'atteindre son plus bas niveau historique, plus bas qu'en 2008. Pas depuis la crise financière, le plus bas jamais enregistré. Les élections de mi-mandat arrivent et les électeurs font le plein à plus de 5 $ le gallon. Son transpondeur Automatic Identification System avait falsifié sa position pendant 11 jours consécutifs. Il navigue sous pavillon malawien, le Malawi étant un pays enclave sans accès à la mer qui a déclaré n'avoir aucun navire enregistré à ce nom. Il fait d'abord demi-tour à l'approche du détroit, puis, dans la nuit, il repart et il passe. La marine américaine ne l'arrête pas et ce choix de ne rien faire dit tout ce qu'il faut savoir sur ce blocus. Parce que face à ce navire, la marine américaine n'avait que 3 options. L'arrêter et saisir la cargaison. C'est saisir un navire à propriétaire chinois, sanctionné ou pas. Au moment où Trump négocie une visite d'État à Pékin dans les prochaines semaines et une guerre commerciale sur les tarifs. C'est une confrontation diplomatique directe avec la Chine. Le couler, c'est un acte de guerre contre une puissance nucléaire disposant de la 2e marine mondiale. Personne ne l'a envisagé sérieusement. Le laisser passer, c'est admettre que le blocus ne s'applique pas aux navires chinois. Et si le blocus ne s'applique pas aux navires chinois, il ne s'applique pas à la quasi-totalité du pétrole iranien, parce que 80 à 90% des exportations iraniennes va vers la Chine. Washington a choisi la 3e option. Et le Jerusalem Post a été direct dans son analyse. Ce seul tanker raconte l'histoire de ce blocus mieux que n'importe quel briefing du Pentagone. L'autre information que la plupart des médias n'ont pas couvert. Pendant que le blocus était annoncé, la Chine bloquait silencieusement le récif de Scarborough en mer de Chine du Sud. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une démonstration que le précédent créé par le blocus américain, une puissance navale qui ferme un détroit international, peut être utilisé par quelqu'un d'autre, ailleurs, pour autre chose. Washington vient de rédiger le manuel que Pékin utilisera pour Taïwan. La réponse officielle de Pékin, acte dangereux et irresponsable. Mot fort, aucune action militaire immédiate. Mais la Chine n'a pas besoin d'agir militairement. Elle a quelque chose de plus puissant, le temps et les alternatives. La Chine achète 80 à 90% du pétrole iranien, environ 1,4 million de barils par jour dans le cadre d'un accord stratégique de 25 ans signé en 2021. Cet accord prévoit des investissements chinois de 300 à 400 milliards de dollars en Iran avec une garantie de livraison pétrolière à prix réduit de 12 à 20% sous le marché. Chaque baril bloqué coûte à la Chine 10 à 12 $ de plus en remplacement. Elle peut absorber ça. Pas indéfiniment, mais bien au-delà de ce que Washington peut soutenir politiquement. Et la Chine a des routes alternatives que le blocus maritime n'affecte pas. Un pipeline Chine-Asie centrale d'une capacité de 700 000 barils par jour opérationnel. Une ligne ferroviaire directe Chine-Iran inaugurée en juin 2025, qui transporte des produits pétrochimiques Batikouch via l'Asie centrale. Des transferts en mer au large de Malaisie et Singapour, hors de portée du blocus. La Chine dispose de 1,3 milliard de barils en réserve stratégique. C'est 120 jours d'approvisionnement complet. Washington parie que la Chine préférera faire pression sur Téhéran pour obtenir un accord plutôt que d'encaisser la hausse des prix du remplacement. C'est possible. Mais c'est un pari à long terme, pas une certitude à court terme. Et il y a encore une dimension que personne ne mentionne. Depuis le début de cette crise, les transactions pétrolières iraniennes avec la Chine se font en yuan, pas en dollars. Chaque baril échangé hors dollar est un baril qui fragilise la domination du pétrodollar que l'Amérique a construit depuis Nixon. La Chine ne gagne pas seulement du pétrole, elle construit l'architecture financière de l'après-dollar. Il y a un acteur dans cette crise qui n'a pas envoyé un seul soldat, ne participe à aucune négociation et engrange des milliards à chaque journée supplémentaire. La Russie. Le pétrole russe ne passe pas par Hormuz. Chaque baril bloqué dans le Golfe est un baril que le monde remplace en achetant russe. Avant la guerre, les revenus pétroliers russes s'effondraient. Le Kremlin préparait des coupes budgétaires. Depuis le 28 février, ces recettes ont doublé. 9 milliards de dollars en un seul mois. Le prix du Urals russe a bondi
bondi de 20% dans la nuit de l'annonce du blocus. La mécanique est simple. Trump a levé les sanctions sur le pétrole russe pour maintenir les prix bas pendant la guerre. Maintenant, il bloque Hormuz, ce qui fait remonter les prix mondiaux. L'effet net, la Russie vend plus de pétrole à des prix plus élevés avec la permission américaine, pendant que les satellites russes aidaient l'Iran à localiser les avions américains. Et pendant le cessez-le-feu, pendant que Vance négociait à Islamabad, Cable News Network a publié des images satellites qui montraient quelque chose d'important. L'Iran était en train de débloquer les entrées de ses bases souterraines de missiles, les missiles Cities que les frappes américaines avaient obturés. Des pelleteuses déblayaient les décombres, des camions emportaient les décris. L'Iran utilisait le cessez-le-feu pour reconstituer exactement la capacité que les États-Unis avaient mis 6 semaines à détruire. Le renseignement américain l'a confirmé. Environ 50% des lanceurs de missiles iraniens étaient encore intacts après un mois de combat. Beaucoup de ces lanceurs étaient enterrés sous les décombres des entrées bloquées, et l'Iran les libérait pendant que le cessez-le-feu tenait. Et l'Iran a encore une carte non jouée. Ses alliés Houthis au Yémen contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb, l'entrée sud de la mer Rouge, 12 à 15% du commerce mondial. Si Trump maintient le blocus, Téhéran décroche son téléphone, et les Houthis ferment la mer Rouge. 2 détroits fermés simultanément, Hormuz et Bab el-Mandeb. Le Fonds monétaire international prévoit déjà une croissance mondiale à 3,1% avec Hormuz seul fermé. Les analystes ne savent même pas quel chiffre utiliser si les deux se ferment en même temps. L'Iran a fermé Hormuz. L'Amérique a exigé que l'Iran l'ouvre. L'Iran a refusé. Alors l'Amérique l'a fermé elle-même. Ce que le Rich Stari a révélé en traversant sans être arrêté n'a rien à voir avec 250 000 barils de méthanol. C'est la limite de ce que Washington peut imposer à Pékin sans déclarer une guerre qu'il ne veut pas. Et cette limite, une fois visible, ne se cache plus. La Chine l'a noté, Taïwan aussi, et Moscou, qui empoche 9 milliards par mois sans avoir envoyé un seul soldat, n'a aucune raison de vouloir que ça s'arrête. Pour suivre l'évolution de cette crise en temps réel, les développements au jour le jour, les analyses qu'on ne peut pas toujours mettre dans une vidéo, le lien du canal Telegram est en description. On y poste tous les jours. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre ce qui se passe vraiment.